Donc, je suis Dr Sana Mokni de la Tunisie. Je m'intéresse particulièrement à la pathologie inguéale. Et on va voir donc des cas cliniques d'onychopathie qu'on va discuter ensemble. On va essayer d'être interactif. Donc, ces 8 cas cliniques, c'est pas beaucoup, mais on va discuter largement. Et on va voir si tout ce qui se ressemble s'assemble ou peut-être pas. Donc, on va voir des patients qui sont similaires, soit sur le plan sémiologique, de point de vue motif de consultation, de point de vue donc aspect, mais peut-être que ça cache des pathologies très différentes. Donc, les 2 premiers patients ont consulté pour des verrues recalcitrantes. Voilà, donc vous voyez une grosse similitude clinique avec des tumeurs verruqueuses périinguéales chez 2 patients qui évoluent tous les 2 depuis 6 mois. Donc, on va commencer par le premier patient, âgé de 24 ans, qui présente cette tumeur verruqueuse distolatérale, donc du repli. Vous voyez que ça refoule la tablette inguéale et il a reçu 12 séances d'azote liquide sans aucune amélioration. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre premier réflexe? Dermoscopie, bravo. Donc, c'est vraiment, ça fait partie de l'examen clinique, c'est systématique. Ça peut donner des indices rassurants ou moins rassurants. Donc, quand on voit la dermoscopie du patient, il n'y a pas vraiment d'éléments qui sont inquiétants, il n'y a pas de vascularisation atypique, il y a juste de l'hyperkératose avec piqueté hémorragique. Donc, on n'est pas du tout inquiet, on va juste changer de méthode thérapeutique. On sait que les verrues périinguéales sont assez résistantes. Donc, dans la littérature, on sait que la dermoscopie d'une verrue, ça donne une hyperkératose bien limitée, avec des micropapules régulières, blanchâtres, avec une collerette et des petits points noirs qui correspondent à des capillaires dilatés du derme ou à des vaisseaux qui sont en pointillés ou thrombosés. Voilà un cas de Dr Mernissi, publié récemment, de verrues avec cette hyperkératose et des vaisseaux en pointillés ou thrombosés, très évocateur de verrues, et c'est un aspect très rassurant, on n'est pas du tout inquiet. Voilà d'autres aspects de verrues à la dermoscopie. Donc on retient le diagnostic de verrues chez ce patient et on change de méthode thérapeutique, il a reçu de l'Aldara. Pour le deuxième patient, qui a vraiment un aspect similaire sur le plan clinique, il est âgé de 40 ans, il est tabagique, il travaille comme nutritionniste, il a un tic de mordiment des ongles, et ça évolue depuis 6 mois. Et de même, il a reçu plusieurs séances d'azote liquide. Oups. Donc, voilà. Donc, pareil. Donc, on fait une dermoscopie. Par contre, le patient aussi rapporte que la verrue fait sourdre un liquide opaque. Donc, quand on essaye de voir un peu, c'est de la kératine en fait. Donc, on fait notre dermoscopie et on voit un aspect qui est quand même pas du tout pareil. C'est vrai qu'il y a ces suffusions hémorragiques et la kératose, mais il y a quand même une vascularisation atypique avec des vaisseaux glomérulaires, surtout entourés par un halo périvasculaire blanchâtre qui est très très évocateur d'une forme de carcinome épidermoïde. Donc, on est plus inquiet et on fait quand même une biopsie. Alors, avant la biopsie, y a-t-il autre chose à faire? La radio, bien sûr. On a fait une radiographie de la main, du pouce qui est revenu normal. Et après, on a fait une exérèse, biopsie de la tumeur. Et on a ce qui a montré des signes de maladie de Bowen associés à la présence de coïlocytes, qui est un stigmate d'infection à HPV. C'est pour ça qu'on a complété par une PCR pour typer ce HPV, et c'était un HPV oncogène de type 16, d'accord, qui est très relié à cette maladie de Bowen. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour ce patient? On a fait juste une biopsie exérèse sans limite d'exérèse, donc on va élargir les marches. Donc, au mieux, ça sera une chirurgie de Mohs, mais elle n'est pas praticable dans notre centre. Donc, on a adressé le patient chez le plasticien pour élargir les marches, qui était rassurant, mais voilà le résultat post-opératoire. C'était vraiment très inesthétique.
C'est pour ça que je vous encourage à vous entraîner à la chirurgie inguéale. C'est vraiment de l'essor de la dermatologie. Ils sont mieux pris en charge en dermatologie. Donc la maladie de Bowen de l'ongle est souvent de diagnostic tardif. Ça atteint surtout les doigts plus que les orteils. C'est une infection chronique à HPV, surtout le type 16, comme chez notre patient, qui était aussi tabagique et qui présentait également une onychotyomanie. Donc, il a plusieurs facteurs de risque. Ça donne cette tumeur verruqueuse qui peut mimer une verrue péri-inguéale, mais il y a quand même des indices. Ça refoule pas la tablette, ça la détruit. Il y a une onycholyse qui est destructive par rapport aux verrues qui juste généralement refoulent la tablette. Attention, la maladie de Bowen peut aussi donner des leuconychies ou des mélanonychies longitudinales. Et surtout, ça peut aussi donner des érythronychies longitudinales avec une onycholyse sointante. Donc, toute érythronychie longitudinale sointante doit être biopsiée et considérée comme une maladie de Bowen. Et pour les formes verruqueuses, comme on vient de voir, la dermoscopie a tout son intérêt. On passe au 3e et 4e patient qui consulte pour une paronychie chronique. On va voir si ça va être le même diagnostic. Donc voilà, vous voyez quand même une ressemblance clinique. On va voir le premier patient. Donc, le premier patient présente cette paronychie chronique douloureuse depuis 4 mois. Vous voyez l'aspect de la paronychie, cette voussure du repli, très manifeste sur le plan clinique, une tablette qui est devenue jaunâtre, qui était normale. Qu'est-ce que vous devez demander à l'interrogatoire ? Il y a une question clé qui vous oriente rapidement au diagnostic. Voilà, bravo. Donc, est-ce que vous vous coupez l'ongle depuis 4 mois? Est-ce que l'ongle, la tablette s'allonge ou pas? Il va vous dire que je coupe plus l'ongle, la tablette ne s'allonge plus. Voilà, donc l'ongle, d'après lui, ne repousse plus. D'accord? Et la deuxième question, donc, qui oriente encore le diagnostic, l'étiologie. Donc, vous pensez à quel diagnostic? Une rétronychie, bravo. Donc, justement, il faut vous demander s'il y a eu un traumatisme aigu, le port de chaussures serrées, un footing avec des espadrilles serrées ou des micro-traumatismes répétés. Est-ce qu'il a l'habitude de mal choisir ses chaussures? Voilà. Donc, la rétronychie, ou qu'on appelle aussi l'onychocryptose proximale ou l'incornation postérieure. Donc, ça se manifeste par un périonyxis chronique douloureux, qui est au premier plan, comme chez notre patient, une interruption de la croissance inguéale et une histoire de microtraumatisme répété. Ça atteint la jeune femme plus que l'homme, avec une atteinte des orteils, mais sachez que ça peut exister au niveau du pouce ou de l'index aussi, mais c'est très rare. Donc la physiopathologie, donc on a en fait les microtraumatismes vont occasionner une bascule de la tablette qui va donc occasionner une inflammation au niveau du repli proximal. Donc on va avoir un arrêt de la repousse avec une encoche qui va se dessiner au niveau de l'i de l'ongle et qui va empêcher donc l'ongle de repousser. Mais la croissance inguéale ne va jamais s'arrêter, donc on va avoir un empilement de tablettes, c'est ce qui va donner ce périonyxis. Voilà quelques cas de la littérature avec un aspect clinique et une gravité variable. Parfois, on a des bourgeons charnus au niveau du repli proximal. Et donc, comme on a dit, ça repose sur la triade clinique dont on a parlé. Pour notre patient, donc, on a décidé de faire l'avulsion chirurgicale, qui est normalement le traitement de référence. Donc, on a enlevé la première tablette et vous voyez qu'on a découvert que le patient a d'autres tablettes. Donc, au final, on a trouvé 3 tablettes superposées chez ce patient. On va donc accompagner le patient dans la repousse de l'ongle. C'est très important, donc, pour ne pas avoir des dystrophies séquelaires. Mais malheureusement, le problème, c'est que la rétronychie, quand le diagnostic est assez tardif, on peut avoir des dystrophies séquelaires très, très disgracieuses. Sinon, pour les cas débutants, on peut proposer le thiamcinolone en intramatriciel. Voilà la dystrophie séquelaire.
ou des cas méconnus de rétronichie. Ça peut donner ce type de donychopathie. En fait, c'est une rétronichie avortée et ça va donner cet aspect-là. Voilà les dystrophies séquelaires de rétronichie qui n'ont pas été prises en charge à temps. Voilà. Et en post-avulsion, on a souvent cette dystrophie, même si on fait l'avulsion, parce que le lit de l'angle en distal, il va être épidermisé et on va avoir cette encoche au niveau du lit et la repousse va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, ça va plus repousser comme l'angle contralatéral. Notre quatrième patient qui présentait aussi une paronychie chronique depuis 6 mois. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, il existe une gouttière. Voilà, donc si on regarde bien, toujours on fait une bonne analyse sémiologique, il y a une gouttière. Et quand il y a une gouttière, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, une compression au niveau du repli. Donc il y a quelque chose qui comprime le repli et qui stresse la matrice, d'accord? Donc on a une tablette avec une gouttière qui est plus fine à ce niveau-là. Et quand on regarde bien, on voit quelque chose qui pointe le nez, une tumeur qui pointe le nez. Donc quelle sera votre attitude? Une radiographie. Il faut être assez systématique dans tout ce qui est syndrome tumoral de l'appareil inguéal, de faire une radiographie. Ça peut donner des indices très importants. Et si on n'a pas fait la radio, on aurait pu passer à côté d'une exostose. D'accord? Voilà. Donc, on a fait l'exérèse et on a confirmé le diagnostic d'exostose. Donc, l'exostose, c'est une tumeur bénigne ostéocartilagineuse qui atteint l'enfant et l'adolescent, qui survient dans 80% des cas au niveau du gros orteil, mais elle est classiquement distale. C'est vraiment un siège très exceptionnel chez ce patient. Donc, c'est l'aspect typique. Il faut bien sûr penser à faire une radiographie qui permet facilement le diagnostic. Sur le plan dermoscopique, on va avoir une collerette épidermique avec des télangiectasies, une hyperkératogénie donc jaunâtre, mais c'est surtout la collerette qui est très caractéristique. Voilà un autre aspect dermoscopique. Ça peut atteindre les autres orteils et ça peut même atteindre les doigts, mais c'est exceptionnel. Voici une exostose du doigt. C'est la consistance qui nous a amené donc à faire la radio, qui a permis le diagnostic et la prise en charge est chirurgicale. Voilà pour ce patient qu'on a fait cette exérèse chirurgicale, mais il faut avoir des pinces à double articulation et donc il faut que ça soit au niveau de bloc opératoire, ça doit être stérile et on va donc au niveau du collet bien couper donc la tumeur et faire quand même ensuite racler le périoste pour ne pas avoir des récidives. Donc, puisqu'on parle de gouttière, je vais vous demander quelles sont les tumeurs inguéales qui peuvent donner des gouttières au niveau de la tablette. Parmi ces 5. Uniquement? Ouais. Très bien, bravo. On va voir quelques exemples. Par exemple, c'est un patient qui présente une paronychie chronique également avec une gouttière. Donc, vous pensez à quel diagnostic ici? Et pourquoi? Et encore, il y a ces striations parallèles, concentriques, qui sont très, très évocatrices de pseudokystes mycoïdes. Là, quand on voit la gouttière où il y a des striations, donc c'est très évocateur de pseudokystes mycoïdes parce qu'il subit des poussées inflammatoires, il diminue et il augmente de taille, donc ça donne par moment, donc c'est l'équivalent des lignes de Beau en fait, mais au niveau de la gouttière uniquement. Donc c'est une tumeur qui est translucide, qui est une affection dégénérative. Généralement, on la voit après 50 ans, en rapport avec une arthrose de l'interphalangienne proximale. Le diagnostic est clinique. On fait généralement pas de radiologie, d'examen radiologique. On fait juste une transillumination avec notre portable. Et voilà, le diagnostic est très facile. Voilà, donc on peut faire une ponction à la fois diagnostique et thérapeutique.
Il existe 3 types, donc ça dépend de son siège par rapport à l'articulation et la matrice. Donc le type A, il est plus proche de l'articulation interphalangienne, il stresse moins la matrice, donc on voit beaucoup moins les gouttières. Parfois, on ne voit pas la tuméfaction, on voit uniquement la gouttière dans le type A. Pour le type B, qui stresse beaucoup la matrice parce qu'il est vraiment au-dessus, donc on va avoir des sillons transversaux, comme on a vu chez notre patient. Par contre, le type C, c'est celui qui pose le plus de problèmes parce que ça peut mimer d'autres tumeurs inguéales. Ça donne une érythronychie longitudinale, une lunule rouge, parfois un aspect en pince et une altération de la surface avec une dystrophie de la surface. Donc le type C, il pose un diagnostic différentiel avec toutes les tumeurs sous-matricielles. D'accord? Et quelles sont les tumeurs de l'angle qui peuvent survenir en sous-matriciel? La tumeur glomique, le fibromyxomacral superficiel, le pseudokyste mycoïde et les kystes d'implantation. On a déjà vu donc le pseudokyste mycoïde. Ici, c'est une tumeur glomique sous-matricielle avec cette érythronychie. Et voilà, à l'exérèse, elle est vraiment sous-matricielle. Le kyste d'inclusion ou d'implantation aussi, ça survient classiquement en post-chirurgie inguéale ou après des piqûres où on a un fragment de peau donc, qui accidentellement va survenir en sous-matriciel et donc occasionner ce kyste. Et ça donne parfois aussi des gouttières. Encore une tumeur avec une gouttière, on revient donc aux tumeurs avec les gouttières. Comme a dit donc notre collègue, les fibrokératomes digitaux donnent des gouttières, mais là, le diagnostic est facile parce que la tumeur, elle est devant nous, avec cet aspect très caractéristique et cette pointe kératosique et cet aspect dermoscopique très évocateur. Donc, pour résumer, les tumeurs avec une gouttière au niveau de la tablette, le pseudokyste mycoïde, le kyste d'implantation et le fibrokératome digital. D'accord? Mais on ajoutera l'exostose, mais c'est très exceptionnel. Donc, le 5e et le 6e patient se sont présentés pour une onychomycose rebelle. D'accord? Le même motif de consultation. Tous les deux, ils ont reçu des tonnes d'antifongiques sur plusieurs années. Les deux ont une coloration totale de la tablette. D'accord? Pour une éventuelle onychomycose qui n'arrive pas à guérir. Le premier, donc, c'est un patient de 28 ans, enfant adoptif, depuis le très jeune âge, présente cette leuconychie totale ou subtotale. Il a aussi des antécédents de kystes sébacés du visage et du cuir chevelu, des lithiases rénales traitées par l'étotricie extracorporelle. Donc on voit une leuconychie presque totale sur tous les angles, voilà, avec atteinte des pouces et de tous les orteils, donc une atteinte des 20 angles. Et ça évolue depuis le très jeune âge. On fait une dermoscopie qui montre juste un aspect blanc laiteux, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire une pression pour voir si la leuconychie disparaît ou pas. Pourquoi? Voilà, pour distinguer si c'est une leuconychie vraie, une leuconychie apparente ou une pseudo-leuconychie. Donc ce test, il est important pour orienter le diagnostic. En effet, on a 3 types de leuconychie. Il y a les leuconychies vraies, les leuconychies apparentes et les pseudo-leuconychies. Les leuconychies vraies sont dues à un trouble de la kératinisation de la matrice elle-même. C'est l'anomalie, elle est matricielle. Les leuconychies apparentes, c'est plutôt le lit de l'angle. C'est visible à travers la tablette qui est normale, qui n'est pas du tout blanche. Par transparence, on voit cette couleur blanche. C'est surtout le lit. Et la pseudoleuconychie, elle est exogène. Elle est superficielle. Elle peut être éliminée par simple curetage. Donc, pour mieux vous expliquer, il y a des pathologies où on peut avoir les 3 types de leuconychie. Par exemple, pour le psoriasis, on peut avoir des leuconychies vraies par parakératose de la matrice. On peut avoir des leuconychies apparentes par hyperkératose du lit. Et on peut avoir des pseudoleuconychies lorsqu'on a une desquamation au niveau du repli et les cellules parakératitiques vont combler donc, les perforations de la tablette. Ça va donner des pseudoleuconychies. Une autre pathologie, on a les 3 types de leuconychie. Les onychomycoses peuvent donner
des leuconichies vraies quand on a une atteinte matricielle dans les dermatophytoses, une leukonychie apparente par atteinte du lit ou une pseudoleuconychie pour les onychomycoses superficielles. D'accord? Donc, revenons à notre patient. Donc, il s'agit d'une leukonychie vraie. Le premier réflexe lors d'une leukonychie vraie à l'interrogatoire, c'est de chercher s'il prend des cytotoxiques, s'il a des antécédents chimiothérapie, s'il a pris des médicaments cytotoxiques, et surtout de voir s'il est exposé à des produits acides. Donc, voir dans son activité professionnelle, est-ce qu'il y a des manipulations d'acides, ceux qui travaillent par exemple dans la climatisation, dans les tuyauteries, etc., en industrie, qui manipulent des acides. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas donc s'il n'est pas acquise, il n'y a pas donc à l'interrogatoire une orientation dans ce sens, pensez aux leukonychies héréditaires ou congénitales. Donc chez notre patient, c'est apparu à la petite enfance, aucun contact chimique, même ancien, pas de médicaments, et le reste de l'examen était normal. Donc on s'est orienté vers une leukonychie congénitale qui donne cette leukonychie totale ou subtotale. Sinon, il y a d'autres étiologies de leukonychie vraies, mais qui sont longitudinales, transverses ou ponctuées. Alors, on a vu un peu la littérature et on a trouvé pas mal de syndromes qui peuvent s'associer à des leukonychies. Donc, on a un peu creusé chez notre patient et à la lumière de cette bibliographie, on a fait tout un bilan qui n'a montré que ces multiples calculs caliciels qui persistent malgré que le patient a déjà reçu de la lithotritie extracorporelle. Donc, il continue à développer des calculs rénaux malgré son jeune âge. Donc, ça nous a un peu intrigués avec l'histoire des kystes sébacées multiples. Donc, on a trouvé justement dans la littérature un syndrome qui coïncidait parfaitement à la sémiologie de notre patient, donc qui associe des leukonychies totales ou subtotales, des kystes sébacés et des calculs rénaux. Donc, il y a à peu près 6 cas dans la littérature. Et on a nommé ce syndrome le syndrome de Boer. Il était rapporté chez 5 familles de transmission autosomique dominant et donc avec d'autres atteintes possibles pancréatiques, neurologiques. Donc notre patient nécessite une surveillance neurologique, mais aussi cardiaque. Donc ça a servi au moins pour entamer une surveillance chez ce patient. Et voilà, donc c'est important. Pour les leukonychies vraies, elles peuvent être transverses. Par exemple, lorsqu'on a une manicurie excessive, les esthéticiennes ont tendance toujours à manipuler la matrice et presser la matrice. Donc, on va avoir ces leukonychies transverses par stress matriciel, mais aussi dans les microtraumatismes répétés dans les chaussures, ça peut donner ces leukonychies vraies transversales. On peut avoir aussi des leukonychies vraies transversales, ce qu'on appelle les bandes de Mays, dues plutôt à des intoxications à des métaux lourds. Maintenant, dans la leukonychie apparente, chez ce patient par exemple, quand on presse l'angle, ça va disparaître. Donc c'est une leukonychie apparente. On doit penser à quel diagnostic? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Ce qu'on appelle les angles de Terry, et c'est lié à des hépatopathies. D'accord? Donc, si le patient n'est pas connu porteur d'une hépatopathie, il faut aller la chercher. Et ce patient, il était suivi pour une cirrhose du foie. Les leukonychies apparentes peuvent être aussi transversales, ce qu'on appelle les lignes de Merck, et on doit chercher une hypoalbuminémie. Elles peuvent être aussi équisegmentées, et c'est un signe d'insuffisance rénale. Pour la pseudoleuconychie, ça peut être, comme on a dit, une onychomycose superficielle, un psoriasis, mais aussi ne pas passer à côté des granulations de kératine dues à l'application des vernis de façon très prolongée. Le 5e patient présentait plutôt des ongles jaunes depuis plusieurs années, 4 ans. C'est un patient libyen qui a fait le tour de plusieurs dermatos. Il a reçu des antifongiques, une quantité et une durée incroyables. Donc, vous voyez des ongles jaunes au niveau des mains et des pieds. Vous pensez à quel diagnostic? Voilà, le syndrome des ongles jaunes qui associe une triade, xanthonychie, lymphœdème et manifestation cynobronchique. Donc, les médecins n'ont pas fait le lien entre son lymphœdème et les ongles jaunes.
Pour notre patient, il ne présentait pas de manifestations sinobronchiques, donc on est allé la chercher, mais il faut savoir que l'altération ingéale, elle est suffisante pour le diagnostic et elle peut être isolée dans 30% des cas. On a fait chez notre patient une EFR qui a montré un trouble ventilatoire restrictif, jusque-là méconnu, et le bilan biologique était normal. Donc, faire un bilan pneumologique pour tout patient qui présente un syndrome des ongles jaunes, mais aussi un bilan ORL à la recherche de sinusite chronique, il y a des cas rapportés, et aussi un bilan dentaire, parce qu'on dit dans la littérature que chez ces patients, quand on fait une recherche de titane dans les angles, on trouve donc un excès de titane, et c'est des patients qui sont porteurs d'amalgame et d'implants dentaires qui vont relarguer ce titane et qui vont être responsables de cette onychodystrophie. Sur le plan thérapeutique, donc on peut, c'est pas codifié, donc on peut proposer plusieurs choses. Les derniers patients se présentaient pour une érythronychie longitudinale. Donc deux patientes, vraiment une sémiologie très superposable, avec une érythronychie longitudinale et une onycholyse distale, triangulaire. Il y a une question très importante pour orienter le diagnostic. La douleur, bravo, très bien. Alors, pour la première patiente, donc deux choses à vérifier, en fait, la douleur et autre chose à l'examen clinique. Transillumination, oui, mais est-ce qu'il y a un petit bout qui repousse sous l'ongle et qui gêne la patiente pour couper ses ongles? Donc, il faut toujours voir s'il y a ce petit bout d'hyperkératose associé à l'érythronychie. Donc, pour la première patiente, c'était complètement asymptomatique. Donc, on a fait une dermoscopie. On a trouvé aussi cette hyperkératose sous-ingéale en regard de la bande et on a donc retenu le diagnostic d'onychopapillome. Elle a été opérée et on a bien visualisé la tumeur au niveau de la matrice distale qui prend naissance au niveau de la matrice distale qui va vers l'hyponychium. Ça atteint surtout les adultes, c'est surtout les ongles des pouces plus que les orteils, c'est complètement asymptomatique. Parfois, c'est un tout petit peu sensible, mais attention, c'est pas la seule présentation de l'onychopapillome. Il peut avoir des présentations atypiques telles qu'une leuconychie longitudinale, une mélanonychie ou une érythroxanthonychie. Pour la conduite, on peut proposer un suivi, d'accord? Mais c'est important de faire le suivi. Il ne faut pas se précipiter à retenir le diagnostic d'onychopapillome. Il faut s'assurer que c'est vraiment stable pour ne pas passer à côté d'une maladie de Bowen, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il faut voir le patient une ou deux fois pour s'assurer, si on a choisi l'abstention, pour s'assurer que c'est stable. Sinon, si elle est gênante, si le patient est demandeur, si ça s'infecte, si c'est assez large, on peut proposer une excision longitudinale. D'accord? Mais quand elle est sointante et érosive ou évolutive, avec une dystrophie, il ne faut pas passer à côté d'une maladie de Bowen. Alors, pour la patiente suivante, c'était une érythronychie pâle avec une onycholyse distale. Il n'y avait pas cette hyperkératose, mais elle était douloureuse, surtout au froid, au changement de saison. Donc, c'est une tumeur glomique. On a fait une dermoscopie, on a vu ce paquet vasculaire qui oriente et la transillumination positive. On a fait l'exérèse de cette tumeur glomique et la patiente est soulagée de ses douleurs. Donc, comme message de ces cas cliniques, tout ce qui se ressemble ne s'assemble pas forcément. Il y a plusieurs similitudes sémiologiques et évolutives. Donc, c'est le bon interrogatoire, la bonne analyse sémiologique et surtout aussi la dermoscopie qui oriente le diagnostic. Les tumeurs ingéales avec une gouttière de la tablette, c'est le pseudokyste mycoïde, le kyste d'implantation, le fibrokératome digital. Les tumeurs qui peuvent survenir en sous-matriciel, c'est la tumeur glomique, le fibromyxomacral superficiel, le pseudokyste mycoïde sous-matriciel et le kyste d'implantation. Les leuconychies totales peuvent être congénitales et syndromiques. Et le syndrome des ongles jaunes, associé à une triade, et toujours donc faire une exploration ORL et pneumologique. Voilà, donc je remercie toute l'équipe qui me fournit tous ces cas d'ongles. Et je vous invite à participer au congrès panafricain. Vous êtes tous les bienvenus l'année prochaine en avril.